Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la zone aéro. Hop, on passe en caméra centrale, c'est ici. Salut Nico. Bonsoir, salut Seb. Comment ça va? Ça va bien la santé? Bonjour. Oui. Vous cherchez? C'est à côté. Ouais, c'est à côté. Merci à toutes et tous d'être présents dans ce... ça ne coûte pas le son, c'est magnifique. Eh ben, très bien, voilà. Cher Jordan. Soyez les bienvenus dans la zone aéro ce mercredi soir. Voilà, nous sommes le 12 octobre 2023, 2023 c'est l'année prochaine. Et comme on vous a dit déjà depuis quelques semaines, nous avons un invité ce soir. L'émission va bien avoir lieu. Bonjour à Céline qui est... tout à l'heure de marcher. Je touche voilà, du bois. on touche du bois, c'est ça. Du singe. Génial, je ne savais pas que Nico revenait cette semaine. Ben voilà, il est là, il est ici, il est en chair et en os. Ouais, avec un peu de mal, mais J'ai ma canne là. J'ai pris ma canne là et puis voilà. Eh ben voilà. Donc j'ai pu venir. Un coucou à notre ami Frédéric qui est aussi connecté. Salut Fred. Voilà, il y a des gens qui se connectent et ça nous fait bien plaisir. Voilà, oui, il y a des gens qui arrivent sur le chat, donc c'est cool. Free Flight 30, un coucou du côté de Nîmes également. Ah ouais, non, faut que c'est vrai. Voilà, soyez toutes et tous les bienvenus. Donc, ce soir, émission un petit peu spéciale, vous l'avez vu, c'est indiqué en dessous du live. Nous avons un invité. Qui se situe du côté des moindres, hein, pas des moindres, pas des moindres. Grande expérience derrière. Hein. Voilà, juste après. Salut Free Flight. Free Flight qui est là aussi. À la limite, ce qu'on peut faire... Ah non, déjà, je vais remercier tous les gens qui ont suivi depuis la semaine dernière et qui ont pris des abonnements, parce qu'il y en a eu quelques-uns, et ça nous fait plaisir, puisque je vous rappelle que ça soutient énormément l'émission. Donc... Déjà, les follow, on a Ton66, on a Coco Girl 41, on a Tipir 86, on a I Am Sean Red qui est apparemment un streamer qui a une grosse communauté avec lui, Christian 7860 qui ont follow la chaîne là dernièrement, donc ça nous fait plaisir. Mais je ne sais pas où il regarde. Bah ici. Et un grand merci donc à Free Flight 30 qui est d'ailleurs connecté. Merci à toi mon ami d'avoir repris justement l'abonnement, donc un sub là pour un mois. Ton66 qui a pris un abonnement avec Amazon Prime. On avait donc également Justice AVD la semaine dernière qui a pris un abo Prime et on a eu aussi et on a eu la chaîne Inforéa qui nous a fait de la promo avec 62 spectateurs qui sont passés, donc c'est super sympa. Merci à toutes et tous. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme nos amis, comme Ton66 par exemple. Vous êtes abonné Prime, Amazon Prime, Prime Vidéo, ce que vous voulez. Et ben, vous avez la possibilité gratuitement de pouvoir soutenir la chaîne. Comment? Avec votre abonnement Prime, vous le convertissez tout simplement en abonnement Twitch pour la chaîne. Et du coup, eh ben, ça vous permet d'avoir... on va dire, de soutenir la zone aéro pendant 30 jours gratuitement. Donc n'hésitez pas à le faire et ça va faire de vous les Robins des Bois de la zone aéro. Vous prenez l'argent dans les poches de Jeff Bezos et vous les mettez dans la zone aéro et nous, ça nous permet de continuer d'avancer. Voilà. Et d'acheter de nouvelles maquettes. Ah, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Il y a encore des gens qui arrivent, donc ça c'est cool. Eh bien, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est déjà déposer le plan de vol de l'émission. Allez, on va aller voir ce qui se passe. On y va. Ce qu'on peut faire aussi, c'est juste faire une petite bafouille sur le programme à venir avant de lancer le plan de vol de l'émission. Donc, ce soir, Monsieur Jacques Bottelin qui est avec nous et qui est en arrière-plan là derrière et qu'on va retrouver dans quelques instants. La semaine prochaine, on va retrouver Florian Bonnet, qu'on devait avoir, vous vous souvenez, avant les problèmes techniques de Twitch. Là. Donc pilote, instructeur, examinateur, il a fait de la ligne, il est maintenant pilote d'aviation d'affaires, donc ça va être très intéressant de voir un petit peu la manière dont il aborde les choses. Et si vous, d'ailleurs, vous voulez avoir des conseils en la matière, ça sera la semaine prochaine qu'il faudra lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Puisqu'on répond avant tout à vos questions. Alors, il saura répondre, hein, parce que ceux qui veulent faire pilote de ligne, il saura répondre. Ceux qui veulent faire pilote d'affaires, il saura répondre. Ceux qui veulent faire instructeur, il pourra répondre. Ceux qui veulent faire examinateur, il pourra répondre. Il a fait énormément de choses. Ceux qui veulent faire pâtissier, il ne pourra pas répondre. Voilà. Oh, quoique. Méfions-nous avec Florian. Il ne m'a pas invité encore. On aura la semaine d'après
alors que je dise pas de bêtises, Florian... Ah oui, on aura notre ami Robin. Je ne sais pas s'il est connecté ce soir. Mais Robin Renoir, qui, pareil, a suivi un cursus un peu classique d'Aéroclub. Il était un peu dans le milieu de l'aéro, il nous en parlera quand on l'aura. Et aujourd'hui, il est OPL, donc officier pilote de ligne, copilote, sur 737 chez Transavia. Il a bossé chez TUI aussi, donc voilà, il y aura pas mal de choses. Voilà, il vole là-dedans. Aujourd'hui, donc pareil, si vous avez des questions à poser sur la compagnie, sur le métier, vous pourrez le faire, ce sera donc dans 15 jours. Ensuite, on va se reporter à début novembre, je crois, avec un ancien collaborateur, ou sûrement toujours collaborateur de Jacques, on lui demandera tout à l'heure, c'est Paco Valerte, qui nous parlera de son métier un petit peu de conférencier aujourd'hui, ancien de la PAF aussi, ancien de la Breitlingen Team, on en parlera longuement tout à l'heure. Et puis, la semaine encore après, et ben là, on va changer, pas d'univers, mais pas loin. On va parler drone, puisque nous aurons Michael Gesseler, donc, qui est derrière la société Freeway Prod, et qui fait toutes les images aériennes, donc en drone, en opération drone, sur le Tour de France, et Raciner des ailes sur France Télévisions, etc. Donc, on va lui poser des questions, on va savoir un petit peu comment tout ça se passe. Alors, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont des drones. Oui. Et il faut savoir que c'est très réglementé. Voilà, donc, voilà, on ne peut pas utiliser un drone comme on veut. Exactement. Et donc, ce monsieur pourra nous renseigner. Voilà, on en parlera plus en détail avec lui. Ça va être un peu... Voilà, donc vous voyez, c'est divers et varié, et c'est important qu'on fasse un petit point quand même au programme. Ouais. Vous avez sur la chaîne Discord de l'émission, vous remontez dans la liste où vous le retrouverez, ou sinon, si Jordan, tu peux poster le lien du Discord de l'émission, tu dois avoir ça quelque part. Notamment sûrement dans la bio en dessous, vous avez la possibilité de retrouver en fait tous les programmes et même de réagir par rapport aux émissions sur le Discord, c'est gratuit. Ah bah tiens, à propos du Discord, j'ai mis des photos. Ah bah voilà, Nico a mis des photos, donc allez voir sur le Discord les photos de Nicolas. À propos du sujet de la semaine dernière. Donc des photos de maquette. Ok, bah écoutez, on a assez parlé, j'ai assez parlé, on dépose ensemble le plan de vol de l'émission. Vas-y, fais péter. C'est parti. Alors, c'est parti pour le dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. Je vous l'affiche ici dans le petit MFD. Plan de vol de l'émission, actualité du terminal comme d'habitude, avec ce soir 4 petites news à vous partager. Ah, vous n'avez pas eu le son du jingle? Bon, d'accord, ok. On regardera ça plus tard. C'est pas je peux le faire. Hein. Voilà. Ok, merci Jordan, on regardera ça. Donc je disais 4 petites actualités du terminal et derrière on retrouvera la séquence Un visage dans les nuages avec Jacques Bottelin qui est avec nous ce soir tout à l'heure en visio qu'on retrouvera dans quelques minutes. Et puis évidemment la traditionnelle séquence remise de gaz, fort aux questions. Si vous avez des questions à poser, dans le cadre de l'édition de ce soir, à Jacques Bottelin qui est avec nous, ou même sur l'émission d'elle-même, sur le programme, ou ce que vous voulez. Voilà, donc Jacques Bottelin, qu'est-ce qu'il a fait de... Ben ça, on va en parler pendant l'interview. Oui, mais déjà, c'est comme ça, ils auront peut-être des questions qui vont venir d'ici là. Oui, ben, on en parlera quand on va montrer le petit clip, parce qu'on vous a préparé un petit clip pour vous présenter un petit peu notre invité. Voilà, moi je suis pour le remplacement exceptionnel aujourd'hui par Nico des jingles. Ah, t'es un fan, c'est Jordan. C'est noté. Bon, voilà, ce qu'on pouvait présenter comme voilà, Speedy, exactement. Céline, elle s'est déjà renseignée. Je vous propose, les amis, d'attaquer tout de suite par l'actualité du terminal. On ne perd pas de temps pour retrouver rapidement notre invité. Allez, vas-y. Alors, est-ce que vous avez eu le son du jingle ou pas, mon ami Jordan? Non, ce jingle a fonctionné. Ah ben ça, c'est curieux. Bon, tant mieux. J'ai déjà remplacé par les robots ici. Hop, on va tout de suite switcher de caméra, comme ça on voit mieux. Voilà, c'est parti. Alors, première petite actu du jour, on va aller rapidement. Hein. C'est quelques nouvelles de la certification des Boeing 737 MAX 7 et 10. Vous en aviez sûrement entendu parler dans la zone aéro. On en avait parlé, des problèmes qu'avait rencontré le 737 MAX. Il y a eu 2 accidents graves. Hein. Voilà, il y a eu 2 crashs, ça on peut le dire. Et donc, tout cela avait posé des problèmes de certification. Ces certifications ont été repoussées. Et à nouveau, il y a eu des retards qui sont liés à des problèmes connus. Donc, les problèmes connus, différents problèmes liés justement aux différentes sondes. Ah ben voilà, il y avait un petit sondage que Jordan avait lancé.
Ces problèmes, ils sont en cours de résolution, mais ils ne sont pas totalement réglés, ce qui fait que la certification de ces avions risque d'être repoussée à l'été 2023 minimum. Mais, problème, c'est que si la certification de ces 737 MAX 7 et 10 n'est pas faite d'ici le 1er janvier 2023, le gros problème, c'est qu'ils devront installer un nouveau système d'alerte et de sauvegarde à l'intérieur de l'avion. Ça va être obligatoire aux États-Unis. D'accord. Et on remercie un raid qui vient d'arriver avec Inforéa qui débarque. Thomas, Marilou, Cyber, tout le monde est là. Merci. Soyez les bienvenus, les amis, sur la chaîne de la zone aéro. Heureux de vous recevoir ici. On parle d'avions et ce soir, on a un invité de marque exceptionnel. Vous avez tous vu des patrouilles acrobatiques avec plusieurs avions. On aura le fondateur qui sera avec nous dans quelques minutes, le temps de finir la rubrique Actu. Je suis sûr que les gens connaissent et ils ont déjà vu. Voilà, donc je fais vite pour qu'on retrouve notre invité. Donc ce nouveau système d'alerte et de sauvegarde doit être installé électroniquement, si vous voulez, à l'intérieur de l'avion. Et sa mise en place va être obligatoire d'ici le 1er janvier 2023. Sauf que si jamais les avions ne sont pas certifiés d'ici là, il faudra refaire un dossier complet. Donc vous imaginez... Le temps, l'argent. Exactement. Et d'ailleurs, Boeing a commencé de dire, si jamais ce n'est pas équipé, on risque d'abandonner le programme. Donc si ça se trouve, les 737 MAX n'iront pas au bout. Voilà. Et ça serait quand même un sacré coup dur pour Boeing, puisque je rappelle que pour l'instant, il y a 290 commandes du MAX 7 et il y a 740 commandes du MAX 10 qui sont en attente. On prendra du Tupolev. Ah ben voilà. Il faudra voir où est-ce qu'on peut aller le chercher. Ah Nico, elle déconne. Voilà donc pour l'actu de ce soir. Voilà. Soyez les bienvenus, les gens du RAID qui viennent d'arriver. Et encore une fois, merci à Thomas de nous soutenir et de venir nous voir. Ça fait plaisir. Deuxième petite actu, on va rester dans l'aviation de ligne puisque c'est ouvert il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, le procès donc, de l'Air France Rio-Paris, l'Air France 447, donc, qui s'était crashé entre Rio et Paris. Donc là, c'est une petite info, ça a été abordé dans les médias. Donc vous avez vu, je vous ai fait une petite incrustation. Vous voyez sur l'écran là où l'avion est tombé. Un résumé de ce qui s'est passé. Voilà, 216 passagers, 12 membres d'équipage à bord. Et l'avion donc, qui n'est jamais revenu en France et qui s'est crashé du côté du Poteau Noir là-bas. Alors, il faut savoir que le procès s'ouvre aujourd'hui. Et jusqu'au 8 décembre prochain pour pouvoir établir les différentes responsabilités de tous les acteurs autour de ça. En fait, c'est Air France et Airbus qui sont attaqués. Ouais. Cette fois-ci voilà, pour le crash. Pour le crash. Ouais. Sachant que l'enquête, alors là, en 2022... J'ai plus le terme juridique là, mais... Ouais. L'enquête technique, elle est bouclée depuis 10 ans. Donc ça fait en fait 10 ans qu'on attend ce procès-là. Le rapport du BEA a été bouclé en juillet 2012. C'est pour vous dire hein, les latences et la durée en fait de la justice et des enquêtes qui sont liées. Voilà, donc alors, on va suivre ça un petit peu de près. Pour information, ça a été une affaire qui s'est répercutée jusque chez nous, on va dire. Jusque dans les écoles. Jusque dans les écoles. Hein, on a dû changer, revoir pas mal de procédures. Ouais. Notamment les extensions UPRT, Upset, et ça aussi, voilà, Prevention Recovery Training, où d'ailleurs on en parlera avec notre invité tout à l'heure. On continue avec 42 Rafales commandées Cocorico pour Dassault Aviation. Par l'Ukraine Non, par la Croatie. Dommage. 30 Rafale Air qui vont être qui sont commandés au standard F4, dont 12, enfin plus, même pas dont, 30 plus 12 qui vont être pris dans ceux de l'armée de l'air aujourd'hui. Qui vont être vendus d'occasion en fait. Donc ça en fait 42 qui vont être donnés à la Croatie. Et la France va recevoir les nouveaux avec le standard F5 je crois, qui vont être livrés, déployés dans les escadrons en France. Et à côté de ça, 28 avions, donc je le disais, qui vont être mis en service entre 2019 et 2025. Il y en a 12, plus encore 28 de plus qui vont être pris dans les standards F4 et qui vont être revendus d'occasion, notamment à la Grèce. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 82 avions à livrer entre 2023 et 2030 en France pour remplacer ceux qui sont vendus. Peut-être un peu optimiste du côté de chez Dassault, parce que pour tenir la cadence, il y en a à peu près une centaine qui ont été livrés en l'espace de 20 ans. Non, je dis une centaine, c'est même moins que ça. Donc 82 en 2023-2030, 7 ans. Ça va être un petit challenge. Ça va être un petit challenge. Donc, c'est un bon challenge. Voilà, mais en tout cas, ça veut dire aussi que le Rafale se vend et ça, c'est plutôt positif. Et on termine par ces avions-là. Air Tractor Fireboss,
puisque l'Union européenne a annoncé vouloir investir, vous le savez, suite aux incendies de cet été, dans des avions bombardiers d'eau, on va dire de moyen calibre, on pense au Canadair notamment, et également dans ces avions-là, les Fireboss. Les Air Tractor Fireboss, donc c'est la version amphibie de l'AT802F. Ah oui, je vois beaucoup l'intérêt là. Ouais, et donc ils sont déjà présents en Europe, dans certains pays, notamment en Espagne, en Suède, en Croatie. Alors oui, ils sont à des sociétés privées, mais il y en a qui sont au niveau des États. C'est du domaine, on va dire, ce sont des moyens nationaux. Enfin, quand ici c'est à Béziers, ils étaient. Ouais, ils étaient déployés sur Béziers par Delta 2, je crois. Donc le 14 septembre 2022, Ursula von der Leyen, donc la Commission européenne, a annoncé le doublement de la taille de la flotte en bombardiers d'eau légers, nécessaire et demandé par un certain nombre de pays, sachant qu'il y a déjà un dispositif qui existe, qui s'appelle le dispositif RESC-UE, qui est le grand principe de partage des avions en cas de crise entre les différents pays. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu cette année. Vous avez vu avec les incendies, il y a des pays étrangers qui sont venus nous aider. Une sorte d'escadrille européenne. C'est ça. Et quand il y a des problèmes, on peut envoyer des avions, ou il y a des avions qui peuvent venir. Donc, il y a le futur des Canadair, le DHC 515, qui sont en commande. Donc, ils vont être livrés et qui vont être, on va dire, sous l'égide de l'Union européenne. Mais également, en plus de ça, il devrait y avoir 22 commandes fermes enregistrées chez De Havilland, donc le futur constructeur des Canadair, dont 12 pour l'Union européenne. Donc, il y a aussi des avions qui ont été commandés par des pays, pas que par l'Union européenne. Les délais sont longs, donc pour compenser un petit peu ces délais et pour avoir des moyens plus rapides, enfin en tout cas pas plus rapides, mais opérationnellement plus efficace, on va dire, immédiat. Arrêtez de fumer déjà, comme ça évitera de... Voilà, très bonne chose. La Sécu te remercie, cher Nico. Mais prévision 2023, 10 avions bombardiers d'eau moyens donc prévus, 12 légers et 4 hélicos. C'est ce qui est prévu et c'est la solution transitoire. L'avantage des petits comme ça, c'est que, ça coûte pas cher, on peut en acheter beaucoup. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est relatif. Comme le feu du canon, un certain nombre. Ils peuvent être mis en place dans les endroits, quand c'est la saison, dans les endroits comme Bordeaux. En fait, les Canadiens ne sont pas basés. Alors, il y en a eu en Bretagne d'ailleurs cette année. En Bretagne. Ils sont intervenus sur les incendies. Et donc, comme ils seront proches de là où il y aura des sources d'incendie, ils pourront les éteindre plus vite avant que le feu gagne du terrain et se développe. Exactement. C'est ça qui est bien. Exactement. Voilà, donc à suivre également. Et si vous voyez ces avions-là au-dessus de vos têtes... Ceux-là, ils pourront peut-être éteindre Notre-Dame de Paris au cas où ça recommence. Ouh là là, on rentre dans des débats là. Le grand débat là, à l'époque. On rentre dans des débats là, ça va être compliqué. Ça m'avait fait bien rigoler. Voilà donc pour l'actualité du terminal de ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Préparez même vos questions pour notre invité de ce soir. On va retrouver tout de suite. C'est la rubrique Un visage dans les nuages avec un invité exceptionnel ce soir pour la zone aéro. Donc c'est parti. Et on retrouve notre invité de ce soir, Monsieur Jacques Bottelin, qui est avec nous depuis Dijon, si je ne m'abuse. Absolument. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jacques. Merci d'être avec nous. Bienvenue au bar de la zone aéro pour partager cette émission. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir, d'autant plus que vous êtes unique dans le paysage aéronautique français, on peut le dire. Vous nous entendez bien? Français. Mondial. Oui, je pense que vous avez fait un tour du monde quand même. Oui. Voilà, il y a déjà des gens qui vous saluent dans le chat. Donc déjà, merci d'être présent pour cette zone aéro. Et avant qu'on commence, je voulais peut-être présenter un petit peu vos activités sur un petit clip qui dure 5 minutes où on va vous voir en image. Donc si vous êtes d'accord, on va lancer tout de suite le clip et on va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti.
petite vidéo. Ah bah des belles images qu'on a vues là. Est-ce que ça résume une partie de votre carrière quand même? Oui, une bonne partie. Je m'aperçois que j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, effectivement. Il y a une partie qui me manque, c'est la partie initiale Martini avec les SF-260 qu'on a utilisé pendant 5 ans. Mais voilà, pour l'anecdote. Sinon, pour le reste, oui, c'est quand même une belle photographie de ces 40 années de participation à des meetings aériens. Voilà, 40 années, c'est énorme hein, quand même. Vous êtes un parcours unique en fait dans l'histoire de l'aviation, hein, encore une fois. Hein. Alors, votre parcours, c'est pilote de chasse? Alors, moi, pas du tout. En fait, quand je raconte mon histoire, entre guillemets, je pars au départ d'une frustration. J'aurais voulu être pilote de chasse dans l'armée de l'air française, mais ils ont trouvé que j'étais hypermétrope. Et donc, ils n'ont pas voulu de moi. Oh. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est simplement la compensation à cette frustration initiale, trouver un chemin différent. Et puis, finalement, ce chemin, il m'a bien convenu. Et il m'a amené beaucoup plus loin que ce que j'aurais fait si la ligne avait été droite, tracée, sans obstacle. Et aujourd'hui, la frustration est très loin derrière moi. Ah bah c'est une belle réussite, ouais, effectivement. Hein, finalement, vous avez même réussi. C'est un exemple, hein, c'est un exemple pour beaucoup de gens. Effectivement, parce que moi, pareil, hein, j'aurais voulu être pilote de chasse, mais j'ai pas eu cette volonté de monter des patrouilles. En plus, voler avec la patrouille de France, finalement, la boucle est bouclée. Hein. Alors, c'était un moment effectivement particulièrement symbolique de cette carrière. C'était en, que je ne dise pas de bêtises, 2019, la dernière année où on a volé en tant que patrouille Breitling, et on était organisateur d'un meeting à Dijon. Et l'état-major de l'armée de l'air nous a gentiment autorisés à voler en patrouille avec la patrouille de France et également à faire deux figures en parallèle. Et je crois que ça ne s'est jamais fait, que ça ne s'est pas fait depuis, ça ne s'était pas fait avant, où les deux patrouilles, effectivement, évoluaient ensemble dans le même ciel, non seulement pour un passage et un défilé, mais également pour des évolutions. Alors, ça fait des belles images, hein, comme on vient de voir, là, mais de l'intérieur, ça a dû être beaucoup de travail, non, pour préparer ça avec la patrouille? Alors, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, d'abord, principalement, ce que vous avez vu là, c'est de la ligne droite. Donc, la difficulté, c'est de prévoir un point de rassemblement, c'est de bien s'aligner et s'axer par rapport à l'axe de présentation sur lequel on veut passer. Parce qu'effectivement, quand on a 15 avions à faire évoluer et changer de cap ou se réaligner au dernier moment, c'est quand même un petit peu compliqué. Il vaut mieux avoir pris le bon cap dès le départ. 15 avions plus les avions photographes. Donc, ça nécessite de la coordination, mais c'est pas techniquement particulièrement difficile à partir du moment où ce sont deux équipes qui ont l'habitude de faire du vol en formation, de la patrouille serrée, qui parlent le même langage. Bien évidemment, ça nécessite un sérieux briefing, une bonne définition, une bonne compréhension du projet d'action, comme on dit en matière de facteurs humains. Mais c'est rentré dans la boîte du premier coup, sans difficulté particulière. Ça s'est vraiment très bien passé. Et donc, du coup, je reviens à ma question que je me demandais. Comme vous venez du civil, en fait, parce que vous volez en patrouille, en général, ça s'apprend à l'armée. Je vous confirme que ça ne s'apprend pas en météo. Et oui, je suis un autodidacte. Où avez-vous appris, en fait? Comment avez-vous fait? Oui, je suis un autodidacte du vol en formation. Moi, au départ, ma formation, justement, je reprends mon parcours de frustration. La manière de compenser au départ, ça a été de faire de la voltige, de faire de la voltige de compétition. Et j'étais pas trop mauvais, mais j'avais pas d'argent et j'avais pas d'avion et c'était très compliqué pour moi pour m'entraîner. Donc, j'étais jamais dernier, mais j'étais rarement premier. Et en fait, je me suis dit comment arriver à voler plus sans que ça me coûte de l'argent, je n'imaginais pas gagner ma vie avec, eh bien, l'idée, c'est de faire des meetings aériens. Et pour faire des meetings aériens et se faire engager justement dans les meetings, eh bien, créer quelque chose d'original, d'où l'idée de faire une patrouille qui a été amateur au départ
en 1980 et 81 à 2 Cap 10, puis 3 Cap 10, qui étaient des avions loués dans les aéroclubs. Et merci aux présidents de clubs qui nous ont confié des avions à cette époque-là. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir professionnaliser la démarche avec un premier sponsor qui a été Martini, mais surtout un constructeur d'avions qui s'appelait CI Marchetti et qui m'a confié 3 SF-260 tout neufs sortant d'usine pour démarrer cette première patrouille professionnelle. Mon exemple avait probablement été la patrouille Rothman, que peut-être certains ont connu ou en tout cas vu des photos. Il y avait c'était une patrouille de 4 PITS. Et en fait, il y en avait 2 des patrouilles qui faisaient de la promotion pour cette marque de cigarettes un peu partout dans le monde. Bon, moi, c'était une marque d'alcool, c'était guère mieux. Mais ça a duré 9 ans avec Martini. Et effectivement, je dirais, ce qui m'a donné l'idée, c'est probablement d'avoir vu cette patrouille Rothman qui évoluait. Et puis, à force de tirer le fil, on a été progressivement du SF-260 au Pilatus PC-7, puis après au jet, pour faire cette Breitling Jet Team, qui est tout à fait unique au niveau mondial, parce qu'il n'y a absolument pas l'équivalent de ce qu'on a fait. Les deux années de tournée aux États-Unis nous ont bien montré, en 2015 et 2016, que justement, même si aux États-Unis, les meetings sont très développés, nous étions leur business model et on leur faisait envie. Et je ne cacherai pas qu'en tant que petit Français ou petit Européen, donner envie aux Américains, c'était une certaine satisfaction. Ah oui, c'est sûr. Il y a de quoi être fier, c'est clair. Et donc, Breitling, vous aviez combien d'avions ? 7 avions en démonstration. On avait au total 9 L-39 peints aux couleurs de Breitling. Et puis sur la tournée asiatique de 2013 et sur la tournée américaine, on avait également un Metroliner comme avion de soutien. Donc en fait, on a eu la chance de pouvoir faire vraiment l'équivalent d'une patrouille nationale, mais avec des moyens beaucoup plus réduits, parce que c'est vrai que nous, quand on se déplace, on n'a pas 20 ou 30 mécanos, à l'époque un Transal ou un avion comme ça pour se développer, se déplacer. Et nous, on a fait le monde avec des moyens plus limités, mais néanmoins des moyens uniques, parce que ça ne s'est jamais fait. Aucune patrouille acrobatique n'a disposé des moyens dont j'ai eu la chance de disposer pour pouvoir mettre en place une structure professionnalisée avec des mécaniciens et des pilotes salariés à l'année et à 100%. Et c'est la seule manière d'être à la fois disponible et puis de pouvoir avoir nos objectifs de qualité et de sécurité. Ces 2 maîtres mots que je cite très souvent, qualité, sécurité. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, on ne peut pas faire de sécurité sans qualité et pas de qualité sans sécurité. D'accord. Et donc ça exige aussi, je suppose, une partie dont, on va dire, des pilotes classiques militaires ne se chargent pas forcément, enfin pas totalement, c'est cette notion de chef d'entreprise, vous l'avez dit très justement. Alors c'est un élément important dans la gestion globale et dans la conduite du vol. C'est vrai que, allez, si je suis méchant, je dirais que nos amis militaires sont quelquefois un peu inconséquents par rapport à l'utilisation et l'usure de leurs machines. C'est vrai que quand on paye les factures de maintenance, qu'on veut vieillir avec ces avions, puisque les L-39, ça fait maintenant 20 ans que nous volons avec ces avions, eh bien, ça nécessite d'accepter de faire quelques compromis en matière de définition du spectacle, parce que on n'a pas les moyens d'user les avions, de les renouveler. Et voilà, c'est une gestion, une approche tout à fait différente. Et les pilotes militaires qui rentrent ou qui sont rentrés chez nous, il fallait les éduquer pour leur faire comprendre que voilà, il y a des enjeux qui sont différents. Et si on a eu la merveilleuse chance dans toutes ces années d'avoir les budgets nécessaires pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir avoir des machines en parfait état, avoir une maintenance de premier rang et parcourir le monde en toute sécurité, dans un vrai sentiment de sécurité, eh bien, pour autant, on n'avait pas des marges et un sponsor. Breitling, à l'époque, n'était pas Coca-Cola, c'est pas Microsoft, c'est une société familiale qui avait trouvé un marketing à travers l'aviation, qui avait des moyens à y consacrer, mais qui n'était en aucun cas
je dirais, de pouvoir donner des budgets comparables à la Formule 1 ou à des choses comme ça. Ouais. On n'était pas du tout dans ces ordres de grandeur. Alors, le sponsoring comme ça, c'est vous qui êtes allé chercher ou alors c'est les marques qui sont venues vous voir ou... Comment ça se passe toujours dans le même sens. C'est le sponsorisé qui chasse le sponsor. Okay. C'est rarement l'inverse, mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Et je dirais que dans mon parcours, je suis certainement pas le meilleur pilote du monde, mais par contre, je suis pas trop mauvais commerçant. Et j'ai toujours su, ou j'ai eu la chance de pouvoir convaincre des gens qui n'étaient absolument pas enclins à investir dans l'aéronautique et d'arriver à avoir un discours cohérent, de leur mettre en évidence le bénéfice qu'ils pouvaient retirer de la collaboration avec nous, parce qu'il ne faut pas oublier que le sponsoring, ce n'est pas quelqu'un qui vous fait un gros chèque pour que vous vous amusiez avec son argent, c'est quelqu'un qui a une problématique de communication, d'image, on peut appeler ça comme on veut dans le marketing moderne, de branding, d'expérience client, de toutes ces choses, et puis qui cherche quelque chose d'original, qui soit cohérent avec les valeurs de l'entreprise, avec un certain nombre de critères. Et puis quand on a eu la chance de faire cette recherche, d'évaluer ce qu'on peut apporter aux gens, c'est mettre ça en évidence. C'est avant tout ce qu'on peut leur apporter et pas ce qu'ils peuvent nous apporter. Bien évidemment, après, une fois qu'ils sont convaincus, ils nous apportent les budgets pour mettre en place ce qui est nécessaire et voilà. Oui, parce que c'est vrai que l'aviation, c'est un bel étendard original, on va dire. Oui. Par rapport à une pub TV, c'est quand même plus original. Donc, Oui, en fait, on a fait un peu la quadrature du cercle à l'époque où on était avec Eco Adecco, puisque justement, on était utilisé dans les pubs télé. Et c'est ce qui a aussi donné beaucoup de notoriété à la patrouille, à notre patrouille à l'époque. En plus, on a eu la chance, à la fin de la période Martini, on était également en co-sponsoring avec Europe 1, qui annonçait nos meetings. Et puis après, à l'époque, Adecco, c'était avec TF1. Et Eco d'ailleurs. Et donc, en fait, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde parce que les chaînes annonçaient nos participations, nos démonstrations et montraient nos avions, donc le sponsor était content, mais également les événements auxquels on participait bénéficiaient d'une promotion pour leur événement. Donc, c'était gagnant pour tout le monde. Ah c'est un fonctionnement qu'il faut garder. Oui. Mais en tout cas, c'est une belle réussite à l'américaine, mais en France, quoi. C'est ça. Hein, c'est une belle. C'est le beau de l'histoire. Ouais, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Red qui vient d'arriver avec 12 personnes, Saver, merci. Et Foxy BZH qui vient de suivre la chaîne, merci à toi. Et Mohamed Alistar aussi qui vient d'arriver à l'instant. Bienvenue à tous les deux. Donc Jacques, est-ce qu'on peut reparler rapidement de votre parcours? Vous avez dit que vous étiez donc un passionné. Elle remonte à quand cette passion du coup? Ah, c'est ça ma question aussi. Voilà, j'ai beaucoup de peine à dater. Je crois que l'aviation a un peu toujours fait partie de ma vie. Mon père était dans l'armée de l'air, il n'était pas pilote. Mais bon, j'entendais quand même parler d'avion. Il avait des copains pilotes de temps en temps et ça me faisait rêver. Puis un jour, je sais pas, j'avais 6 ans peut-être. Et mon père il m'a pas emmené dans un meeting aérien. Il a été joué au tennis à côté d'un meeting aérien. Et j'ai vu les avions, et j'ai vu les évolutions, et j'ai entendu la foule qui réagissait, qui applaudissait. Et je crois que ça a été un moment déclencheur par rapport à cette passion. Quand j'étais tout gamin, c'est pareil, il y avait la patrouille de France qui s'entraînait dans le quartier, au-dessus du quartier où j'habitais. Quand je dis au-dessus, dans le secteur, hein, on est d'accord. Et donc, ça a toujours fait partie de ce paysage. Et encore une fois, moi, ça a été un peu compliqué dans ma phase d'adolescence, âge de jeune adulte, parce qu'on m'a dit tu seras jamais pilote. Puis voilà, il a fallu renverser pas mal d'obstacles, les contourner, trouver le chemin. Et pendant cette période-là, c'était pas toujours rigolo. En plus, j'avais vraiment pas d'argent. Je le dis souvent, j'ai marché des kilomètres pour économiser des tickets de bus, ce qui peut paraître ridicule quelque part, mais toutes mes ressources étaient consacrées à financer quelques heures ou minutes de vol supplémentaires
dans mon aéroclub. Et voilà. Et quand j'ai fait ma formation voltige, mon instructeur m'a proposé de me lâcher et j'ai décliné parce qu'en fait, j'avais pas les sous pour payer le vol. Et j'ai pu attendre 2 ans pour arriver à faire ce vol solo qui était un rêve pour moi. Et voilà. Mais je dis pas du tout ça pour me faire plaindre. Au contraire, c'est simplement pour montrer que quand on a envie de quelque chose et quand on est déterminé, eh bien, de temps en temps, il faut serrer les dents. Mais finalement, on peut arriver à faire des choses qui sont gratifiantes, qui permettent de réaliser sa vie. Et puis, si en plus, ça fait plaisir à des gens qui nous voient voler et qui tirent un enseignement ou un plaisir de tout ça, c'est encore plus agréable. Réaliser ses rêves et peut-être aussi en réaliser à certaines personnes, puisque vous emmeniez aussi des personnes avec vous. Là, donc, cette possibilité de faire du vol en formation. Alors, pendant très longtemps, d'abord, on a fait voler les invités de nos sponsors. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité, effectivement, et on avait comme mission d'ailleurs, d'emmener des clients, que ce soit pour ECO, même pour Martini d'ailleurs à l'époque, et beaucoup pour Breitling. On a fait voler des milliers de personnes. Ce qui nous a permis d'ailleurs de vraiment affiner le contenu du vol pour qu'il soit à la fois démonstratif, mais agréable et confortable pour les gens. Et depuis quelques années, la DGAC a mis en place une réglementation dite de vol à sensation. Et aujourd'hui, nous continuons à commercialiser ces vols à bord des L-39. On a 4 avions qui volent et qui font de la voltige en formation avec éventuellement des passagers. Et puis, on le fait également avec les Epsilon. Allez-y, faites de la pub, dites combien ça coûte, où il faut s'adresser. Ça va intéresser du monde. Pas directement, mais ça doit valoir 3 000 € TTC pour le L39 et ça vaut, je crois, 900 € pour l'Epsilon. Et sachant que ça comprend différentes choses, y compris d'ailleurs la combinaison de vol qu'on offre à nos passagers, le fait de déjeuner après l'expérience. Mais c'est un package. Alors on a aussi quelques variantes pour les gens qui préfèrent éventuellement piloter l'avion eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir la chance de pouvoir sentir vivre un jet militaire dans leurs mains. Et il y a d'autres gens qui préfèrent effectivement l'expérience patrouille acrobatique, voltige en patrouille. On a aussi une Top Gun expérience qui est en fait des figures de combat aérien, c'est-à-dire des engagements de combat à 2 avions. C'est assez à la mode en ce moment, Top Gun. Et on a la chance de pouvoir montrer ça, de pouvoir le partager avec des passagers. Alors on sait que ça a un coût, mais je vous rappelle qu'on n'est plus sponsorisé, que le kérosène n'est pas bon marché. Et malheureusement, je ne sais pas faire moins cher, mais au moins, on a cette possibilité de donner accès. Et puis après, c'est le rêve d'une vie pour quelqu'un qui est passionné, qui ne s'est pas investi dans l'aviation, je ne sais pas pour quelle raison, mais qui, qui se fait payer ça pour un anniversaire ou je ne sais pas quoi, ou qui a mis de côté juste pour avoir cette expérience, ce rêve réalisé. Des fois, il leur suffit que de ça, quoi. Ou des team building entreprises aussi. Pour faire découvrir la cohésion. Ça fait rêver. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est quelque part votre activité principale à l'heure actuelle, depuis qu'il y a eu ce retrait de Breitling. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la belle histoire de Breitling, qui a duré 17 ans, s'est terminée pour un problème de succession. Monsieur Schneider-Père, qui était le propriétaire de la marque, qui l'avait racheté à la fin des années 70, est décédé à 95 ans. Et ses 3 enfants ne se sont pas mis d'accord sur la gouvernance de l'entreprise. Donc du coup, la marque a été vendue à un fonds d'investissement qui a nommé un nouveau président et qui a voulu complètement changer l'image de l'entreprise, les produits, la distribution, le marketing. Et donc, en fait, on a été victime de ce changement. Comme on a d'ailleurs été victime à la fin de la période ECO-ADECO. ADECO était la fusion de ECO et ADIA. Et il y avait des gens qui étaient frustrés dans le groupe, que ce soit le symbole de ECO qui devienne le symbole du groupe. Nous, chaque fois qu'on apprend qu'il y a une fusion, qu'il y a une vente ou qu'il y a des choses comme ça, on se dit que c'est pas bon parce que les repreneurs ont toujours à cœur de vouloir mettre leur empreinte. Et malheureusement, Breitling ne s'est pas désengagé de l'aviation complètement, mais s'est diversifié, s'est généralisé et a quand même perdu cette identité de marque
et ce territoire de communication fort qu'ils avaient et qu'on a pu vérifier en se promenant partout dans le monde avec des pilotes qui nous montraient fièrement leur Breitling. Et c'est vrai qu'on était nous-mêmes d'ailleurs, et moi j'étais un fan de la marque avant d'être un ambassadeur de la marque. Et voilà, aujourd'hui, c'est une situation différente. Il semblerait d'ailleurs que les chiffres leur donnent raison. La marque s'est développée. Voilà, mais on a eu la chance. De toute façon, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et 17 ans, c'est déjà une très belle aventure. Après, c'était fin 2019 pour la fin. Moi, j'avais repréparé les avions pour la saison suivante parce que j'avais plusieurs négociations avancées avec de nouveaux sponsors. Et malheureusement, est arrivé le Covid. Et le Covid a fait que, un, il n'y a plus de meeting pendant presque 18 mois. Deux, toutes les marques ont considérablement diminué leurs investissements publicitaires. Et donc, ça a marqué la fin de mes espoirs pour refaire partir cette patrouille sous de nouvelles couleurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous sortons de cette période de Covid avec une image très mauvaise de l'aviation qui est tout à fait injuste à mon sens et qui, en fait, a ruiné tous mes espoirs d'avoir une marque internationale qui nous donne les budgets nécessaires pour être leur ambassadeur, parce qu'aujourd'hui, une marque qui investirait sur une patrouille acrobatique comme la nôtre serait immédiatement critiquée et montrée du doigt. Et très franchement, je serais étonné que quelque chose comme ce que nous avons fait se refasse dans les années qui viennent à cause de cette montée de l'écologie. Si ce serait probablement possible en Chine, peut-être aux États-Unis, mais pas en Europe. Et moi, en tout cas, la Chine, pour y avoir volé pendant notre tournée asiatique en 2013, personnellement, je n'ai pas envie d'y établir ma vie là-bas. Voilà. D'accord, ça a le mérite d'être clair. Ils ont encore le Covid beaucoup là-bas, apparemment aussi. Là. Oui. D'accord. Je pensais au niveau des sponsors, parce qu'il y a... Du coup, je pensais à Red Bull qui investit pas mal aussi dans l'aviation. Donc, est-ce que par là, il y avait une porte ouverte? J'ai rencontré M. Mateschitz, qui en est le propriétaire. Et ce que j'ai su, c'est qu'en fait, l'image Breitling était tellement forte qu'il craignait que ce soit difficile d'effacer l'image Breitling pour vraiment imposer l'image Red Bull. Moi, j'ai vécu ce changement entre Martini et Co. Et en fait, très honnêtement, en quelques mois, l'identité de Martini a été gommée au profit de la nouvelle identité. Et je pense qu'on aurait pu faire du bon boulot pour eux. Bon, voilà. C'est vrai que pour eux, ça aurait été un challenge, justement. Ça aurait été de supplanter la marque Breitling par les avions, quoi. Clairement. Et j'ai aussi fait l'erreur de proposer nos services à des marques horlogères en pensant que peut-être ils saisiraient l'opportunité de devenir l'horloger de référence du monde aéronautique. Et en fait, personne ne voulait passer derrière Breitling et avait peur justement que cette image soit encombrante, ce qui aujourd'hui, je peux le comprendre. Après, il y a en montre, il y a Breguet. Les montres Breguet qui est descendant d'une grande famille aéronautique. Bien, les marques de montres ont à peu près toutes ont une légitimité historique, c'est-à-dire que on va voir Longines qui a fait la montre de Lindbergh, on va avoir plein de marques différentes qui auront eu Santos Dumont avec Cartier. Et Breguet est une très belle marque qui aurait pu. J'ai eu le contact avec eux. Eux ont beaucoup de produits qui sont des produits très grand luxe. Et puis, ce n'est pas une grande marque en termes de volume de production. Et aujourd'hui, déjà, les pilotes avaient de la peine à s'acheter des Breitling. Breguet est encore un cran au-dessus au niveau du prix. Et il y a une décorrélation entre l'outil et la cible de cette population aéronautique parce que ce sont des montres qui sont très belles mais qui sont très chères. Ouais, d'accord, ok. Très bien, déjà on a un bon aperçu. Ah, j'avais une question sur les meetings, parce que prenez pas mal, mais depuis le temps que vous faites des meetings, l'évolution des meetings pour vous, ça a évolué comment? Dans le bon sens, dans le mauvais sens? Je veux dire, pour le spectateur, ou même pour vous, de l'intérieur, comment a évolué le meeting aérien? Moi, j'ai eu la chance... Jusqu'avant le Covid, on va dire. Oui. J'ai eu la chance de faire
3000 démonstrations dans 40 pays, et ça aussi c'est un record. Et donc d'avoir vu et vécu des meetings dans plein de cultures aéronautiques différentes. Et en tout cas, moi, ce que j'observe en Europe, c'est qu'on n'a probablement pas suffisamment évolué. C'est-à-dire que si on regarde un meeting, qu'il soit militaire ou civil, mais prenons l'exemple de ce qu'on appelle un meeting de l'air organisé par l'armée de l'air, on va avoir une patrouille de France qui est décorée de la même façon, on va avoir une démonstration de Rafale aujourd'hui qui est superbe et qui est émerveillante, mais avant c'était un Mirage 2000, on va avoir l'équipe de voltige qui volait sur Cap 230, voire sur Cap 20 à l'époque, et qui va voler aujourd'hui sur Extra, et si on regarde bien, on n'a pas un changement aussi radical que ça du spectacle proposé aux spectateurs. Si vous imaginez aujourd'hui un concert des Rolling Stones, c'est pas le même concert qu'il y a 30 ans. Et je pense qu'on n'a pas su suffisamment évoluer dans notre concept. Alors, on est quand même aussi très bridé par une réglementation qui ne facilite pas la créativité. La créativité, on la voit un peu maintenant. Nous, on l'a déjà bien vécu il y a quelques années avec les shows crépusculaires ou les shows de nuit aux États-Unis. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de venir en Europe, mais avec 10 ans ou 15 ans de retard. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours beaucoup de spectateurs dans les événements, mais il faut se poser la question de pouvoir arriver à créer une interactivité avec les spectateurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de spectacle sans interactivité. Et encore une fois, il faut moderniser le spectacle aérien, comme toutes les activités de spectacle se sont elles-mêmes modernisées. Dans l'opéra, il y a des sous-titres, dans des mises en scène qui sont innovantes, il y a des jeux de lumière, il y a plein de choses. Et pour moi, une démonstration, ça a pour but de créer une émotion artistique positive pour le spectateur. C'est-à-dire, c'est l'élégance des trajectoires ou leur agressivité, c'est la symétrie des formations, c'est le rythme, c'est la musique, c'est la pyrotechnique, c'est éventuellement les transmissions en live des pilotes. Et tout ça, ça doit être bien mélangé pour faire une recette qui crée cette émotion positive et cette forme encore une fois, d'admiration. Non, le but, c'est pas que les gens nous admirent comme ça pour les dominer, c'est pas ça. Mais c'est vraiment de faire ce que tout spectacle réel arrive à faire, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre. C'est une émotion instantanée. Une assiette d'un chef 3 étoiles, ça crée une émotion. Et ben nous, il faut quand les gens nous regardent voler, on est mis les ingrédients pour arriver à créer la même émotion. Ça veut dire qu'il faut énormément de respect vis-à-vis des spectateurs et d'essayer de leur apporter ce qu'ils attendent avec beaucoup, encore une fois, de professionnalisme et de respect. Et moi, les gens qui disent, de toute façon, les gens, ils y connaissent rien, c'est des suceurs de glace, on fait 3 passages, 2 boucles, c'est pareil pour eux, ça me fout hors de moi, parce que c'est irrespectueux vis-à-vis des spectateurs. Et les spectateurs, même s'ils ne sont pas pilotes, ils ne vont pas dire le numéro 2, il a reculé de 2 mètres pendant la boucle, des choses comme ça. Mais quand on a une démonstration qui est bien menée, même un public qui est néophyte, il le ressent. Et si vous écoutez de la musique, eh ben, si vous avez des canards, parce que c'est une fanfare du fin fond du village et que la musique n'est pas homogène, vous n'avez pas besoin d'être premier prix de conservatoire pour savoir que ce n'est pas de la grande musique. Et puis quand vous avez un orchestre symphonique où ça roule, eh bien, vous allez recevoir une émotion. Et pour moi, il faut vraiment poser la question du spectacle aérien de cette façon-là. Et j'insiste, l'émotion, c'est pas l'angoisse, c'est pas faire peur aux gens, c'est créer une émotion positive. Et cette émotion positive qui peut déclencher aussi des carrières derrière, avec le cercle vertueux, on va dire, que ça peut engendrer derrière. Alors ce cercle vertueux, il va très loin, parce que quand on parle de carrière, on va penser à des carrières de pilotes, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est qu'aujourd'hui,
l'industrie a besoin de bras, a besoin d'informaticiens, de chaudronniers, de compagnons, de contrôleurs aériens, a besoin d'énormément de corps de métier. Et en fait, je me rappelle, pour en avoir discuté avec les responsables d'Air Tattoo en Angleterre, leur sponsor principal, c'était British Aerospace. Et ils disaient, mais British Aerospace, ils ne nous subventionnent pas pour qu'on vende des avions. Ils savent bien qu'on ne va pas vendre des avions dans un meeting aérien. Mais ce qu'on veut, c'est que les jeunes arrêtent de rêver d'aller dans l'informatique ou dans l'automobile en termes d'ouvriers de production, mais qu'ils rêvent d'aller dans l'aviation. Parce que sans ces gens-là, on ne sait pas produire nos avions. Et aujourd'hui, je trouve que nous sommes sur plein de sujets en ordre dispersé dans l'aviation pour se promouvoir et se défendre. C'est-à-dire que le fait de lutter contre les lobbies environnementaux, ça profite aussi bien aux compagnies aériennes qu'aux meetings aériens, qu'aux industriels. Et nous ne sommes pas suffisamment fédérés. Nous ne parlons pas suffisamment d'une voix positive dans ce domaine. Il n'y a qu'à voir la manière dont l'aviation d'affaires a été très mal défendue avec les attaques qui ont eu lieu dans le courant du mois d'août sur quelques dirigeants qui, soi-disant, avaient fait des vols inutiles. Et je ne vois pas qui peut se permettre de qualifier qu'un vol est inutile, parce que même si c'est un vol court, c'est peut-être pour aller récupérer quelqu'un et partir ailleurs. Et donc... je veux dire, aujourd'hui, nous devons nous défendre et nous devons nous promouvoir. Et c'est important que nous le fassions ensemble et d'une voix la plus fédérée possible. Ouais, c'est une bonne analyse. C'est vrai. Hein, très bonne analyse. Ok. Si vous avez des questions, d'ailleurs, je rebondis dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On va les relayer, bien évidemment. Il y a Fred, voilà, déjà qui commence d'en poser. Et si Jordan peut nous faire un petit sondage, est-ce que vous êtes, vous, dans le chat, amateur de meetings aériens? Est-ce que vous êtes familier, même on peut dire, des meetings aériens? Si Jordan, tu peux nous lancer un petit sondage, on va voir un petit peu parmi vous ceux qui sont des habitués. Et Fred qui demande, alors hop, on va tout de suite poster justement cette question-là et on va faire apparaître sur l'écran. Attends, je vais poser une question parce que ma question tout à l'heure, c'était à propos des meetings aériens. C'est parce que j'ai vu les meetings aériens à Duxford en Angleterre et le plancher était très bas. Donc, par rapport au meeting en France, où le plancher est assez haut, en fait, alors je comprends que pour la sécurité, mais là, ma question, elle vient, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas professionnaliser, en fait, les meetings aériens, dans le sens où créer carrément une qualification meeting pour vraiment professionnaliser un peu les gens qui font des démonstrations et pouvoir abaisser un peu le plancher des démonstrations, comme en Angleterre? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation, c'est 300 pieds pour la voltige et 100 pieds pour les passages rectilignes. En Angleterre, ça peut être jusqu'à 50 pieds. Aux États-Unis, avec le recul d'un certain nombre de démonstrations, on a une possibilité d'être autorisé à voler à zéro. Zéro, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et tout à très basse altitude. Bien sûr. Ça veut dire qu'on laisse au pilote le choix de l'altitude à laquelle il va voler. Par contre, aux États-Unis, il y a une distance par rapport au public qui est beaucoup plus importante. La réglementation aux États-Unis a pour but de protéger le public, elle n'a pas pour but de protéger le pilote contre lui-même. Aujourd'hui, la réglementation française est assez comparable à la réglementation anglaise, puisque c'est 100 pieds, mais s'est posé le problème de la display authorization et je suis un des membres fondateurs de France Spectacle Aérien. Nous nous sommes battus dans le cadre des discussions avec la DGAC pour obtenir cette display authorization et à la française. Et malheureusement, ces propositions, qui ne venaient pas que de moi, n'ont pas été retenues. Et la nouvelle réglementation privilégie la responsabilité du directeur des vols. Le directeur des vols, il y en a quelques-uns qui sont bons et expérimentés, mais il y en a beaucoup qui sont des gens de bonne volonté, qui font ça une ou deux fois dans leur vie et qui n'ont pas une culture de présentation en vol et qui sont incapables de dire si ce que fait un pilote de présentation est dans son domaine, et dans le domaine de l'avion, est dangereux ou pas. Et je trouve que c'est une grande erreur en matière de sécurité des vols que d'avoir pris cette décision. Je m'y suis opposé et j'ai d'ailleurs démissionné du groupe de travail de la DGAC qui nous a fait travailler pour ne pas nous écouter. Donc, bon, voilà. C'est dommage. C'est dommage.
Jordan a lancé le sondage, justement. Vous avez encore quelques secondes pour voter. Êtes-vous amateur de meeting aérien? Allez-y, vous pouvez voter dessus, on regardera les résultats. Et Fred qui pose cette question. Quel est votre plus beau souvenir en tant que pilote démonstrateur au cours de ces 40 belles années? Alors, c'est difficile d'en sélectionner une démonstration en particulier, mais je crois qu'on a tous vécu, à la fin de la tournée américaine, on a volé à San Francisco pour Fleet Week, et dans la baie de San Francisco, entre Alcatraz et le Golden Gate, avec un ciel super bleu, 3 jours de suite, vendredi, samedi, dimanche, et encore une fois, dans la baie de San Francisco, sans limitation d'altitude. Et là, je dois dire qu'on a eu l'impression de vivre des moments exceptionnels. Mais quand on a survolé la Grande Muraille de Chine, quand on a volé autour du mont Fuji, au-dessus du Grand Canyon ou au-dessus de New York et de Manhattan, puisqu'on a quand même été autorisé à voler au-dessus de Manhattan, c'est aussi des moments où on se pince parce que ce qu'on voit, on se demande si on est en train de le rêver ou si on le vit vraiment. Ah, ça grave des images dans le marbre, ça, je pense. Ah oui, Céline qui dit ça doit être magnifique, Fred aussi, qui dit j'imagine. Vous n'êtes pas passé sous le pont quand même, à San Francisco? Altitude non, 0, mais franchement, ce ne serait pas un exploit parce qu'il est suffisamment haut. D'accord. Et on peut aussi citer, parce qu'on connaît donc le Jacques Bottelin aviateur, le Jacques Bottelin chef d'entreprise, mais il y a aussi le Jacques Bottelin écrivain. Vous avez sorti 2 bouquins. Oui, j'ai commis Danse avec le ciel, qui a dû sortir en 97. Écoutez, la nouvelle mouture est en discussion avec un éditeur actuellement, et dans laquelle je raconte effectivement la suite du parcours et les tournées à la fois asiatiques et américaines. Et ça devrait s'appeler La Fumée Top. Ah bah oui. Ah bah voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc et vous avez à peu près un ordre d'idée de la sortie? Courant 2023? Pour l'instant, non. Les négociations ne sont pas assez avancées. Ce ne sera pas prêt pour les fêtes, malheureusement. Mais bon, voilà, après, pour moi, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas une affaire commerciale. C'est plus parce que j'arrive à un âge où je suis sollicité pour transmettre. Et c'est une manière, justement, que de raconter cette histoire, de raconter ces souvenirs et peut-être d'essayer d'inspirer les futures générations et d'entretenir la flamme de tous nos amis aviateurs. Et j'insiste sur cette notion d'aviateur parce que pour moi, on n'est pas aviateur seulement quand on est pilote, mais on est aviateur quand on aime l'aviation, quand on pratique l'aviation de différentes façons, que ce soit, encore une fois, technique ou bien d'autres. Et j'insiste vraiment sur cette notion. Le pilotage et la condition d'aviateur peuvent être comparables, mais ne sont pas indispensables de l'un par rapport à l'autre. Ouais, et on peut mettre en avant aussi justement l'aéroclub, c'est un peu aussi un système un peu unique en France, ce système associatif qui fait que unique dans le monde. Voilà, on met à portée d'un certain nombre de personnes qui le peuvent, évidemment toujours financièrement, l'aviation, et ça c'est à souligner. Et c'est vrai qu'une partie des gens viennent de là. Je ne vais pas dire le contraire. Moi, mon origine, c'est l'aéroclub. Et je garde toujours énormément de plaisir à voler en avion léger. J'ai eu la chance de voler sur beaucoup de types et de catégories d'avions. Quand je dis catégorie, c'est pas au sens de la manière dont les licences sont organisées aujourd'hui, mais j'ai eu la chance d'être invité par les essais en vol d'Airbus à faire de la 380, à faire du Mirage 2000, à faire différents avions comme ça. Mais je prends toujours énormément de plaisir à prendre un Piper J3 à 8 heures du soir l'été, porte ouverte, à sentir l'odeur des moissons et dans l'air calme. Et c'est aussi une forme d'aviation qui est passionnante. Souvent, les gens me disent « mais c'est quoi le meilleur avion ?» Je dis « mais ça dépend ce qu'on veut en faire. » Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un Falcon, mais c'est un avion merveilleux quand on a traversé l'Atlantique. Moi, je n'ai pas assez de copains de l'autre côté de l'Atlantique, mais surtout pas les moyens. Mais je veux dire, il y a des machines merveilleuses dans leur catégorie. Et voilà, et c'est un plaisir que d'avoir la chance d'en essayer beaucoup, et ça c'est super quoi. Et ben ça retombe sur la question de Fred là, qui disait justement sur quel aéronef avez-vous pris le plus de plaisir à voler durant votre carrière? Vous avez un peu répondu à la question.
J'ai beaucoup aussi de difficultés pour répondre parce que j'ai fait 15 années de PC-7 et un peu plus de 3000 heures de vol ou presque 3500 heures de vol avec. Et on a fait des choses merveilleuses avec cet avion. Les 20 ans de F-39 que je viens de faire sont aussi... on aime beaucoup notre avion, il nous a emmenés partout dans le monde. On est quand même allé jusqu'en Indonésie, on était à 1000 km de l'Australie, donc c'est assez loin. On a vraiment fait beaucoup de choses avec ces avions. Comme je le disais, il y a une adéquation entre la mission et l'avion. Moi, j'ai la chance d'avoir un TBM 700 et j'ai beaucoup de plaisir à voler avec. En plus, avec un équipement superbe et avec beaucoup de réserves de pétrole par rapport à ce que j'ai connu pendant toute ma carrière dans les convoyages avec les jets, parce que quand on se pose et qu'on a 30 minutes de pétrole et encore dans le meilleur des cas, il faut avoir tout anticipé les décisions pour pas avoir à dérouter, parce que sinon ça devient vite la catastrophe. Et surtout quand en plus on a la responsabilité de 7 ou 8 avions qui ont le même pétrole que vous et qu'il faut gérer encore une fois par anticipation. C'est plus ça qui peuvent faire des ulcères à l'estomac que les démonstrations. Les convoyages sont incontestablement la partie la plus compliquée et la plus imprévisible du métier de pilote de patrouille acrobatique. Et je dois dire que c'est peut-être un de mes points de fierté, c'est d'avoir toujours mené les opérations des avions dont j'avais la responsabilité d'une façon responsable et qui a assuré la sécurité de mes équipiers. D'accord. D'accord. Et alors, dans les meetings aériens, on va dire, il y a deux catégories. Enfin, peut-être je me trompe, il y en a peut-être 3 ou 4, il y en a plusieurs. Mais ce que je veux dire, les principales catégories, on va dire, il y a les patrouilles, la voltige, etc. Et il y a aussi l'aviation de collection. Est-ce que vous avez pensé aussi à basculer peut-être dans cette partie-là ? Alors moi, je suis très admiratif et je connais par cœur tous les avions, tous leurs modèles et tout ça. J'ai été copropriétaire d'un T-28 à une certaine époque. Tout à l'heure, je parlais prétentieusement de moi en disant que j'étais peut-être un pas trop mauvais commerçant. Il y a une chose que je suis sûr, c'est que je suis un très mauvais mécanicien. Et donc, il y a une chose qui est claire aussi, c'est que ce qui va avec l'aviation de collection, c'est la compétence pour gérer, mettre en œuvre, maintenir ces avions. Et ça, c'est vraiment pas du tout dans mes compétences. Moi, quand je veux planter un clou, les mécanos viennent me disent en disant « Attends, bouge pas, on va le faire parce que tu vas nous trouver le mur ». Donc, j'ai eu la chance de faire quelques expériences de Warbird. Je trouve que ce sont des machines merveilleuses à faire voler. Pour autant, en tant qu'exploitant et dire « Tiens, j'arrête les meetings professionnellement et je vais acheter un bel avion », et puis je vais aller faire quelques meetings comme ça pour le plaisir. Aujourd'hui, je ne m'en sens pas les compétences sur le problème de la mise en œuvre de ces avions. Voilà. C'est vrai que c'est pointu, c'est une technologie qui date de la guerre, on va dire. Hein. C'est vrai que c'est pointu, efficace, mais pointu, effectivement. Réfléchissez à une voiture qui aurait le même âge et qui serait de la même génération, et comment arriver à trouver une fiabilité de déplacement avec une voiture comme ça, qui aurait 50 ans, 70 ans, 80 ans. Et donc, déjà, c'est merveilleux qu'on ait aujourd'hui ces Mustangs, ces Spitfire, ces Corsair et autres, et des avions plus simples comme les T6 et autres, qui sont des merveilleuses machines. Ce sont des machines qui ont 70 ans, 80 ans de conception. Oui, c'est pointu. Hein, d'ailleurs, il y a également ces réactions-là dans le chat. Et puis il y a des gens aussi qui sont assez admiratifs. Hein. Céline qui dit quand vous en parlez, ça donne envie de s'y mettre. Voilà. Bravo monsieur. Voilà, il y a plein de commentaires, positifs. Élogieux, positifs. Alors moi j'avais une petite question par rapport aux différentes patrouilles que vous avez pu créer. Vous nous avez dit qu'il y avait essentiellement des pilotes militaires qui venaient à vos côtés. Comment est-ce que vous recrutiez ces pilotes-là? Comment est-ce que vous allez en disant finalement c'est lui ou pourquoi pas lui? Comment est-ce que vous alliez dénicher les talents, on va dire? Alors les critères sont divers et variés. La première chose, c'est avoir envie, c'est avoir la passion. Le monde du meeting aérien,
quand on est dans une patrouille acrobatique, il faut avoir plaisir à partir le week-end, à être sur des terrains, sur des aérodromes, tout le temps. On n'est pas dans un métier où on fait le vol, on se pose, on va à l'hôtel et on attend de refaire le vol. Et voilà, il faut y passer du temps. Il faut communiquer à la fois avec la communauté aéronautique, avec les pilotes, avec les organisateurs, avec les spectateurs. Donc, ce sont des qualités qu'on n'a pas forcément chez tous les pilotes, qui peuvent être de très bons techniciens, mais qui ne sont pas forcément des communicants. Et c'est d'autant plus vrai quand on porte les couleurs d'un sponsor qui attend qu'on ait une certaine capacité à répondre à des interviews, à s'intéresser à leurs clients, à échanger avec eux, avoir le plaisir du partage. Après, bien évidemment, il faut avoir un minimum d'habileté en vol, c'est clair, mais pourquoi est-ce que j'ai pris toujours des pilotes de chasse ? Ça a été aussi parce que ce sont des gens qui ont été éduqués pour le vol en formation dès le départ. C'est-à-dire que dès l'école de pilotage, on les a habitués à non pas piloter leur avion en tant que commandant de bord pour eux-mêmes et par rapport, je reprends mon expression, de projet d'action et avec un contrôle aérien, mais de voler en dispositif avec un certain mode de dialogue, avec un certain mode de positionnement des avions les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est toute une culture. Et pour avoir au tout début de ma carrière, à l'époque amateur, volé avec des gens qui venaient de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, les voltigeurs individuels sont par définition des individualistes. Alors que nous, notre métier de patrouille acrobatique, c'est un métier de musicien d'orchestre. Il faut des gens qui jouent la partition, qui sont disciplinés par rapport à la partition et qui aient le souci du résultat collectif. Les gens qui veulent se mettre en valeur et se mettre en évidence deviennent, ce que j'appelle moi l'hypertrophie de l'ego, deviennent très vite des gens dangereux. Donc, dans les critères de sélection, on a tout ça. Et puis, on a aussi l'acceptation de la famille, parce que vous avez quelqu'un qui va être déstabilisé par rapport à sa famille, par les voyages. J'ai eu la chance avec Breitling d'avoir un sponsor qui comprenait les choses. C'est-à-dire que quand on fait ce métier-là pendant 40 ans, c'est pas OK, on part avec le baluchon pendant 1 an ou 18 mois, parce qu'on a 20 ans et qu'on n'a pas de famille et qu'on rêve d'aventure. Nous, on veut le faire sur la durée. Et donc, ça veut dire qu'il fallait pouvoir avoir les moyens financiers de rapatrier l'équipe tous les 2 mois maximum et plus souvent toutes les 6 semaines, de manière à ce que chacun puisse conserver un minimum d'équilibre familial. Donc, il faut aussi qu'il y ait un environnement familial qui accepte tout ça. Et ajouter, en plus, d'accepter la précarité du statut. C'est-à-dire que les pilotes, chez nous, étaient salariés à l'année en CDI, mais les contrats de sponsoring donnaient 1 an de visibilité. Donc quand vous avez été pilote militaire avec un statut de fonctionnaire qui fait que de toute façon, vous savez très bien que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous ne serez jamais riche, mais vous ne serez jamais pauvre. Le risque de éventuellement perdre son boulot parce que le sponsor décide d'arrêter pour X raison, c'est quelque chose qui est une incertitude que tous les pilotes ne sont pas prêts à vivre. Et donc, si vous rajoutez tous ces critères que je vous ai décrits, et j'en ai certainement oublié quelques autres, eh bien, vous apercevez que le filtre est assez fin et qu'il n'y a pas, somme toute, autant de candidats en dehors de l'intention affichée, mais qui sont réellement prêts à vivre cette vie pendant des années. D'accord. Ça rejoint un petit peu ce que nous avait dit Alexis Busque à l'époque, avec la patrouille de France, où il disait qu'un des critères, c'était justement cette fusion dans l'équipe, faire partie d'une équipe, faire partie d'un tout, pour que ça fonctionne. Donc là, on est dans la même chose. C'est le travail d'équipe, clairement. Alors, si, allez, on va dire qu'il y a un petit jeune qui vient vous voir et qui vous dit, moi, vous m'avez inspiré, j'aimerais me lancer, j'aimerais faire quelque chose comme ce que vous avez fait. Quel conseil vous pouvez lui donner? Trouve ton chemin et ne renonce pas. Mais c'est un conseil qui est très, très large, mais j'y crois beaucoup. Reproduire l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. C'est peut-être possible, mais en tout cas, il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver en grand, et surtout, il ne faut pas s'arrêter à la première contrariété et au premier échec et au premier refus.
cette histoire que j'ai essayé de vous raconter pendant ces quelques dizaines de minutes, c'est 40 ans de ma vie, et tout ne s'est pas fait en quelques minutes et ne s'est pas fait sans des crises lourdes chaque fois qu'on avait un changement de sponsor pour X raisons. La première avec Martini, c'était la loi E20. La deuxième, la loi E20 qui interdisait la publicité pour les boissons alcoolisées. La deuxième, ça a été l'effet de fusion Eco-Adéco qui fait qu'on a perdu le sponsor. J'ai mis 3 ans pour comprendre qu'il fallait que mon produit évolue et j'ai perdu de l'argent pendant 3 ans pour te dire le coût. Après Breitling, fantastique, on a ce retour de conjoncture, mais après 17 ans, je veux dire, encore une fois, il faut savoir dire merci, s'asseoir et voilà, il n'y a pas de rancune de ma part, d'amertume. Voilà, donc il faut arriver à trouver son chemin, à trouver la pelote de laine et puis tirer sur le fil pour pas qu'il casse et arriver à avancer. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, je n'imaginais jamais que j'aurais la chance de diriger une patrouille de jet comparable et qui a été acceptée comme étant l'équivalent des patrouilles nationales. Je rêvais des patrouilles nationales. Pour moi, c'était des grands frères. C'est rigolo parce que j'étais ce midi aux 50 ans de l'anniversaire du circuit de Prenois et il y avait quelques grandes figures de l'automobile, dont Jacques Lafitte et Jackie X notamment, et bien d'autres. Et c'est vrai que Jackie X est quelqu'un qui cristallise autour de lui énormément d'admiration, d'abord parce qu'il a un palmarès exceptionnel. C'est également un monsieur d'une grande élégance et d'une grande courtoisie. Et c'est vrai qu'on voyait qu'en fait, énormément de pilotes qui étaient présents, René Arnoux, Gérard Larousse, plein de gens comme ça, avaient vraiment une très très grande admiration pour ce qu'avait fait Jackie X. Et Jackie X, en fait, c'est un monsieur passionné qui a trouvé son chemin, qui a fait de la Formule 1, qui a fait de l'endurance, qui après a fait le Paris-Dakar. Et voilà, et il a suivi sa passion, comme nous le faisons beaucoup dans l'aviation, comme dans d'autres activités, que ce soit des marins, que ce soit des pilotes automobiles ou des musiciens ou des choses comme ça. Mais il faut croire dans ses rêves. Et il ne faut pas lâcher, et il ne faut pas s'arrêter. Et voilà, c'est le conseil. Après, dire dans le mode d'emploi pour l'aviation comment il faut faire, franchement, je ne sais pas. C'est comme pour l'affaire du sponsoring. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques gros contrats qui ont duré longtemps avec des sponsors majeurs, mais je n'ai pas de recette magique pour trouver des sponsors. C'est aussi la chance, c'est le fait aussi d'être opiniâtre et de présenter ce dossier et de l'adapter 10 fois, 20 fois avant d'avoir un rendez-vous, avant d'avoir la chance de convaincre les gens. Donc ça nécessite d'accepter, d'être laborieux dans l'acceptation du refus et de l'échec. Oui, et ça en plus c'est la facette, c'est l'ombre, c'est le métier de l'ombre en fait. Hein. C'est on va dire une grosse partie d'une petite exposition en l'air une fois que tout ça est verrouillé. Quand on a quand le sponsor a signé et quand il paye, parce que j'ai aussi des sponsors qui ne payaient pas, je dirais que 90% du travail est fait. Quand on a les moyens de mettre les avions sur le parking, encore une fois avec la bonne maintenance et avec les bons moyens pour s'entraîner, après le boulot il est facile. Mais la difficulté, c'est d'avoir les moyens et donc de faire signer le sponsor. Je vous assure que la performance numéro 1, c'est celle-là. Oui, d'accord. Ok, très bien. Écoutez, j'avais aussi une petite dernière question avant peut-être de passer à la séquence foire aux questions. Donc si vous avez encore des questions, compilez-les, envoyez-les nous et on les pose à Jacques pendant la petite rubrique foire aux questions. On a parlé tout à l'heure du crash du Rio-Paris et on a parlé des formations UPRT. C'est aussi quelque chose que vous dispensez aujourd'hui et ça vous paraît important justement d'aborder ces formations-là aujourd'hui ? Oui, ça me paraît très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que aujourd'hui le niveau manœuvrier des pilotes de ligne est extrêmement limité. Ce qui veut dire que ce sont des très bons programmateurs de système,
mais dans un certain nombre de compagnies d'ailleurs, on leur interdit de faire des approches à la main. Et donc, ça veut dire que quand il y a eu pour X raison une perturbation des automatismes, ils ont souvent, s'ils ne pratiquent pas l'aviation légère par ailleurs, ou s'ils n'ont pas un passé de pilote militaire, c'est pas forcément des grands manœuvriers. Et je ne vous donnerai évidemment pas d'exemple particulier, mais dans les stagiaires en UPRT qu'on voit, on a énormément de gens qui sont en difficulté dès qu'on approche 60 degrés d'inclinaison, dès qu'on approche des décrochages, déjà parce qu'ils sont angoissés, parce qu'en fait, ils ne se rappellent plus comment ça vole. Et on a la chance d'exploiter une flotte d'Epsilon pour ce genre de choses, qui est un avion tout à fait adapté pour deux raisons. La première, c'est qu'il a une très forte charge à l'air au niveau de l'aile. Donc c'est un avion qui a été conçu pour former des pilotes d'avions lourds, contrairement à un Extra 300 ou un Cap 10 qui sont des merveilleux avions de voltige, mais qui pour moi ne sont pas adaptés à l'UPRT. Et également parce qu'en place arrière de l'Epsilon, il y a ce qu'on appelle une capote, c'est-à-dire qu'on peut, et c'est ce qu'on fait à partir du deuxième vol, c'est de supprimer les références visuelles pour le stagiaire. Et donc, il ne travaille que par rapport à son horizon et à son conservateur de cap, qui sont digitalisés. Enfin, c'est des G5 Garmin, hein, c'est pas très compliqué. Mais au moins, il travaille sans référence visuelle. Et si on prend justement l'exemple de ce vol Rio-Paris, ça s'est passé de nuit. Il y a eu un phénomène de désorientation. Et c'est pas en ayant 2 jours par bonnes conditions et avec une vision périphérique qui ne peut pas faire autrement que de voir dans quelle position on est, que l'UPRT est quelque chose d'efficace. Donc voilà, je défends notre vision de l'UPRT, qui n'est pas la meilleure marché parce qu'on a choisi d'utiliser l'Epsilon, et l'Epsilon n'est pas un avion pour marcher à faire voler, mais j'ai la fierté de dire que nous pensons délivrer une formation de qualité. D'accord. Et Fred qui dit une formation très enrichissante pour l'avoir faite sur Epsilon. Donc voilà, il y a même des témoignages dans le chat. Donc c'est fabuleux. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'aller voir un de ces jours, d'aller vous faire un petit coucou du côté de Dijon, pourquoi pas. Ouais. Avec pas loin, c'est pas loin. Je vous propose de lancer tout de suite la foire aux questions. Les amis qui êtes sur le chat, vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions à Jacques Bottelin qui est avec nous, l'invité de ce soir de la zone aéro. Donc on lance le jingle et on se retrouve tout de suite après. C'est parti! Et la rubrique foire aux questions. Donc si vous avez quelques questions encore à poser à notre invité de ce soir, si vous avez des questions sur le programme, sur tout ce que vous voulez savoir autour de l'émission, c'est maintenant que ça se passe. Et Jacques, justement, nous allons avoir un de vos collaborateurs qui était avec vous pendant des années, c'est Paco Valert, qu'on devrait avoir quand? Début novembre, je crois, pour nous parler un petit peu de son métier de conférencier. Aujourd'hui, il fait pas mal de choses. Voilà, donc la Breitling Jet Team qui est dans la zone. C'est voilà. Bien, c'est très bien. Est-ce que, Jacques, vous avez, c'est souvent ces questions-là qu'on pose, si vous aviez un regret, lequel c'est? Si vous avez une anecdote que vous allez garder, laquelle est-ce? Alors, regret, peut-être de ne pas avoir... comment dire, distiller le plaisir des moments en temps réel. Je m'explique. Quand on est dans une tournée aux États-Unis ou en Asie ou des choses comme ça, on est très préoccupé par le lendemain et on n'est pas suffisamment contemplatif du moment vécu. Parce qu'il y a toujours cette responsabilité de l'équipe, cette responsabilité d'amener tout le monde à bon port, et on est un peu sans arrêt en avant de la machine. Peut-être ce genre de choses. Après, on a entamé au niveau de l'entreprise, et là c'est peut-être un regret d'entrepreneur, on a démarré une diversification il y a une quinzaine d'années maintenant. Et c'est vrai que ce qu'on faisait avec Breitling était tellement agréable, confortable et avec des gens merveilleux que je n'ai peut-être pas été suffisamment incisif pour développer les aspects de diversification des activités de l'entreprise.
Et à partir du moment où Breitling s'est arrêté, on s'est retrouvé un peu en difficulté parce que même si on avait lancé des actions du côté des contrats défense et du côté de l'UPRT, je veux dire, on n'avait pas une maturité suffisante en la matière. Donc ça a posé quelques problèmes par rapport à la pérennité de l'entreprise. Donc voilà, si j'avais des regrets, c'est dans ce sens-là. Sinon, pour le reste, encore une fois, la réalité m'a amené tellement plus loin que mes rêves que je ne peux que dire merci. Je ne sais pas à qui, mais en tout cas, merci. Si on vous propose la même chose demain, vous re-signez tout de suite? Oui, sans problème. Ouais. Sans problème. Pour moi, il n'y avait pas d'alternative de vie. Je voulais vivre cette vie. Je voulais projeter cette image sociale. Et donc, pour moi, il n'y a aucune hésitation. D'accord. OK. Et Céline, justement, qui pose une question qui va avec l'anecdote et qui dit « J'allais justement demander quelle est votre anecdote la plus improbable ?» Anecdote aéronautique, comme ça, je ne saurais pas trop dire. Si, j'en ai une excellente. C'était une époque où on faisait beaucoup de meetings en forêt noire. C'était avant Rammstein, donc c'est vous dire. Il n'y avait pas le GPS à l'époque. On était sur un petit terrain dans la forêt noire et je commence à faire la démonstration. Et au bout de 5 minutes, il y a le directeur des vols du meeting qui me contacte sur la radio et qui me dit « Mais vous êtes où ?» Je dis, on est en train de tourner au-dessus. En fait, j'étais pas sur le bon meeting. Il y avait beaucoup de meetings et il y en avait un autre à 15 km et je m'étais trompé de terrain. Excellent. Je suis arrivé, j'ai vu alors, heureusement qu'il n'y avait pas d'autres avions qui volaient en même temps. Hein. Oui. Mais là, je me suis trouvé un peu ridicule. Mais du coup, les spectateurs ne devaient pas, donc, mais c'est rigolo. Les spectateurs de l'autre ont dit, on a bien fait de venir. Absolument. D'accord, très bien. C'est une belle anecdote, ouais, c'est rigolo. Bon, les gens sur le chat, ça les fait rire aussi. Donc, très bien. Bravo. Ok, très bien. Écoutez, 19h58 UTC. Il va falloir qu'on pense à rendre l'antenne et à libérer Jacques aussi, qui nous a fait le plaisir de participer à la zone aéro de ce soir. En tout cas, un grand merci. Oui. Un grand merci pour votre exemple, en fait, aussi. Et pour toute la carrière, j'avais noté justement plus de 12 000 heures de vol, 150 types d'appareils, plus de 300 démos dans le monde. Comment ne pas être admiratif d'une telle carrière? Donc, merci beaucoup. En fait, c'est comme vous êtes la personne qui est devenue pilote de chasse sans passer par l'armée, en fait. C'est un peu ça. Excellent. Oui. Je ne vais pas rallonger, mais on a eu la chance d'exploiter du Hawker Hunter pour un contrat avec la marine. Et donc, j'ai fait du Hunter et je faisais le pilote de chasse civil. Oui. Donc, pour ça, je vous dis, la frustration est très loin derrière moi, il n'y a pas de problème. Un exemple pour tout le monde. Je le dis. Il n'y a pas besoin de l'armée. Très bien, bravo. En tout cas, je pense que dans le chat, cette petite entretien, j'espère que tout cela vous a plu. Je vois Céline qui... un vrai régal. Un vrai régal. Grand bravo, fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, c'est ça. Merci pour toutes ces présentations que j'ai pu voir en meeting aussi, Free Flight 30, qui parlait d'ailleurs d'un meeting à Courbesac tout à l'heure. C'est vrai que vous avez avec la patrouille Martini. Vous avez pris au mot Saint-Exupéry là. Alors là, c'est au mot près. Fais de ta vie un rêve. C'est ça. Vous êtes tellement inspirant. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est content. Merci beaucoup à vous, Jacques, d'avoir participé à cette zone aéro. Je rappelle que le replay sera disponible là sur la chaîne Twitch pendant 14 jours à partir d'ici une petite demi-heure. Donc vous pourrez revoir l'émission et elle sera transférée sur la chaîne YouTube cette fois de la zone aéro à partir de la semaine prochaine, mercredi prochain. Tiens, regarde, il y a un petit conseil. Céline qui dit ce serait bien de revenir pour présenter votre prochain livre. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous avec Jacques. Ce sera avec plaisir. Très bien. Merci à vous. On note tout ça avec grand plaisir. Merci encore une fois, Jacques, pour votre participation. Merci le chat. Merci à vous toutes et tous qui êtes présents. Je vous rappelle, n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, à faire de la promo. C'est aussi important pour faire connaître un petit peu la zone aéro
dans vos clubs ou ailleurs, hein, bien évidemment. Tu regardes là-bas, mais c'est là. C'est ici, oui, c'est pas la bonne caméra. Voilà. Alors attends, on va remettre celle-là. Voilà. Merci Jordan, merci Free Flight 30 aussi. Je dois avoir une photo de ce meeting à Courbessac. Merci beaucoup Jacques pour ce partage. Et merci Seb et Nico d'avoir organisé cet échange. Bah, écoutez, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à transformer vos abonnements Prime, à vous abonner à la chaîne parce que c'est aussi comme ça qu'on continue de financer tout ce qui va bien autour de ça. Merci pour le live très enrichissant. Merci à tous. Bon, bah écoutez, tout le monde est content, donc ça nous va très bien. Voilà. Et bien, bonsoir à tous. C'est la fin. Merci Jacques. Bonne soirée à vous. Bonne soirée au chat. On lance tout de suite le générique. Et rendez-vous la semaine prochaine avec Florian Bonnet, donc, qui nous rejoindra, pilote. Donc en aviation d'affaires, qui était instructeur, donc ça sera aussi intéressant de voir un petit peu son parcours. Merci à toutes et tous, bonne soirée, fly safe et à très bientôt dans la zone. Ciao, ciao. Bye.